Et on va élever nos pensées vers les vers Dieu, notre Père, et tous ces bons esprits qu'il nous envoie, pour les remercier de cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier un autre aspect, notamment aujourd'hui sur les lois naturelles ou les lois divines, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, ces fondamentaux, les mettre en pratique en y conformant nos attitudes et nos actes, en donnant l'exemple autour de nous. Et surtout, on parlait à l'instant d'assistance aux esprits souffrants. Eh bien, il y en a beaucoup qui peuvent aussi assister avec nous à cette étude. Et donc, ça va leur apporter les lumières qui souvent sont suffisantes pour les faire sortir de la situation de trouble où ils se trouvent. Donc, nous appelons aussi sur eux la miséricorde de Dieu. Voilà. Vous avez le programme à l'écran, donc on est le 5 juin déjà. On a fini avec les modules 5, réincarnation, module 6, pluralité des mondes habités, et on va démarrer le module 7, où il n'y a qu'un seul guide d'étude. Hein. C'est pour parler de la loi divine ou naturelle, et on parlera de la définition, qu'est-ce que c'est que la loi divine ou naturelle, et on va parler aussi du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, hein. C'est une notion fondamentale qui est beaucoup débattu dans la philosophie. Il y en a beaucoup qui disent que le bien et le mal sont absolus, d'autres disent que c'est relatif, ça dépend du degré d'évolution, donc on verra tout ça. Voilà, et donc la loi divine ou naturelle, ça fait partie du livre troisième du livre des esprits, hein, qui s'appelle Les lois morales. Et le retour qu'on a, là, ça fait maintenant quoi, Tan, depuis 97 ou 18 hein, qu'on fait des cours. Et ces lois divines ou naturelles, c'est ce qui en fait plaît le plus aux gens, aux personnes qui viennent, parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose, qui sont expliquées de façon très claire par Kardec et qui nous aident vraiment au jour le jour pour ce travail d'évolution qui nous incombe à chacun de nous, hein, puisque personne ne peut évoluer à notre place. Hein, c'est à nous, à chacun de nous, d'évoluer. Voilà, donc après la loi divine ou naturelle, vous voyez, il y a la loi d'adoration, la loi de liberté hein, qui viendront. Après, il y aura les lois de destruction, loi de reproduction, loi d'amour et de charité, donc qui viendront par la suite. Donc, loi naturelle ou divine ou naturelle. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi on dit loi naturelle, pourquoi on dit loi divine des fois, quelle est la différence, est-ce que c'est la même chose ou pas, définir le bien et le mal, hein, et ensuite expliquer pourquoi l'homme éclairé, enfin l'homme ou la femme évidemment, a plus de responsabilité à pratiquer le bien. Alors, loi naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les lois de la nature. Et dans la question 614, les esprits répondent à Kardec que la loi naturelle, c'est la loi de Dieu. Donc la loi divine ou la loi naturelle, c'est la même chose. On peut utiliser une expression ou l'autre. Donc si vous êtes en face d'un athée, utilisez plutôt l'expression loi naturelle ou loi de la nature. Hein. Si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas athée, vous pouvez utiliser loi naturelle, loi de la nature ou loi divine hein, ou loi de Dieu, puisque c'est la même chose. Hein, les lois de la nature ont été créées par Dieu, hein, et ça on le voit de plus en plus. J'avance là dans la lecture du livre, le fameux que je vous ai montré, là, il n'est pas là parce qu'il est sur la table de chevet. Donc Dieu, la science, l'épreuve. Et ce livre-là montre hein, qu'aujourd'hui, enfin ça fait maintenant quelques décennies, que la science arrive à cette nécessité de Dieu quand on observe les lois naturelles. Hein, autant au niveau du Big Bang et de la cosmogénèse, au niveau de, ben oui, après, tous les éléments qu'il y avait pour faire une cellule vivante, hein, on la connaît là, c'est la plus petite cellule, la plus simple, hein, elle est connue aujourd'hui. Eh ben, pour faire le saut entre les morceaux qui sont nécessaires pour faire cette cellule et la cellule, c'est pareil, c'est absolument improbable. Voilà, le hasard n'a pas pu le faire. Ou alors il faudrait une infinité d'univers en parallèle. Donc c'est une hypothèse juste plus une échappatoire au fait de dire qu'il y a eu une intelligence derrière qui a créé, qui a permis que
toutes ces choses se produisent avec l'harmonie qu'on connaît et que la vie, la matière inerte peut se transformer en organisme vivant. Il y a forcément une intelligence derrière pour réaliser ça. Donc la science arrive aujourd'hui aussi à cette notion de divinité. Mais bon, en attendant, si vous avez encore des athées, parlez de loi naturelle. Les esprits continuent en disant, c'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Alors là, vous voyez, c'est, comment dire, le complément, il arrive justement sur la morale, parce que le livre troisième, il parle des lois morales. Donc, en nous disant que la loi naturelle, c'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut le bonheur, si on veut être heureux, eh ben, il faut se conformer aux lois de la nature. Il faut se mettre en harmonie avec elles le plus possible. Hein, c'est ça que ça veut dire. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Hein, bon, ben, voilà, j'ai donné des infinités, enfin plusieurs exemples. Quand on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, en général, ça produit des effets qui, c'est soit la douleur, soit l'absence de bonheur, etc. Hein, donc, on le voit physiquement. Hein, donc, si on met la main sur quelque chose qui est chaud, on se brûle. Hein, parce que la loi de la nature dit que la peau voilà, résiste jusqu'à une certaine température et après, ben, elle se dégrade avec la température par des processus de combustion, etc. Hein. Et donc, c'est la loi de la nature, c'est suivant les lois de la nature, hein, c'est les lois de la nature, pardon, qui nous définissent un cadre. Et quand on arrive à s'harmoniser avec ce cadre, eh ben, on est heureux. Quand on se désharmonise par rapport à ce cadre, eh ben, il y a la loi de cause à effet qui fait que ben, on ne sera pas heureux, on souffrira des conséquences qu'on ne souhaite pas. Hein. Et donc, c'est le malheur qui arrive quand on s'écarte de ces lois de la nature. Donc, vous voyez, là, vous voyez déjà une notion fondamentale. Hein. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits ou dans la Bible ou dans le Coran ou ailleurs. Hein. Ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui est écrit dans la nature. Le référentiel change. Le spiritisme ne revendique absolument pas ce référentiel. Au contraire, il le remet vers la nature. Hein. Vous voyez, c'est une différence fondamentale par rapport à la plupart des religions traditionnelles qui, elles, disent tu dois faire ce qui est écrit dans la Bible ou tu dois faire ce que le pape a écrit ou ce qui est écrit dans, etc. Hein. Donc, le référentiel, ce n'est pas quelque chose d'humain, hein, c'est quelque chose de divin. Et en complément, donc la question suivante, les esprits nous disent que la loi naturelle est éternelle et immuable comme Dieu même. Hein, donc, les lois de la nature existent depuis toujours, hein, comme Dieu. Elles n'ont pas eu de début, elles n'ont pas eu de fin. Le Big Bang, bon, c'était à 14 ou presque 15 milliards d'années. L'univers que nous connaissons, visible, matériel, a eu un début. Hein, ça, on le sait. Mais voilà, la création ne s'arrête jamais. Il y a cet univers-là qui nous sert à nous, esprits, hein, pour nous incarner dans un corps matériel et puis pour évoluer. Hein. Mais après, notre esprit, lui, pareil, c'est ce qui est un peu effrayant quand on lit ce livre. On voit que l'univers aura une fin. Hein, il y a l'extinction de l'univers, comme ils disent. Le Soleil, il y a de l'hélium, de l'hydrogène qui se transforme en hélium, hein, donc il y a des réactions chimiques qui se produisent. Mais au bout de quelques milliards d'années, il n'y aura plus assez d'hydrogène, donc la réaction va s'arrêter. Le Soleil, entre guillemets, va s'éteindre. Hein. Et donc, aujourd'hui, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que c'est tout l'univers, au bout d'un certain temps, qui va s'éteindre. Hein. Donc, on peut s'effrayer en se disant, mais le jour où il n'y aura plus de matière, qu'est-ce qu'on fera? Ben, faut espérer qu'on sera suffisamment évolué, hein, en tant qu'esprit pour plus avoir besoin de la matière.
hein, puisque quand on parle de l'univers, de cosmogénèse et tout, on parle que de matière. Et la matière, on sait très bien que pour l'esprit, c'est juste une station temporaire pour pouvoir évoluer, hein. Et les esprits, une fois qu'ils sont évolués, ils n'ont plus besoin de la matière, ils n'ont plus besoin de se réincarner dans la matière. Donc, l'esprit pourra très bien continuer à survivre, même si l'univers matériel qu'on connaît sera éteint. Oui, Voilà. mais il y a une autre matière qu'on ne connaît pas aussi. Voilà, ben c'est ça. Et c'est ce que moi, bon, je n'en suis pas encore arrivé à ce point-là, je suis à peu près au milieu du livre, mais pour l'instant, dans le livre, il ne parle que de Dieu. Il ne parle pas d'autres formes de matière, ils n'en sont pas encore là. Et en gros, ce livre, il est épais, hein, il fait, je ne sais pas, 800 pages. Il traite que de la question de Dieu, c'est-à-dire ce que Kardec il a mis dans les questions 1 à, je ne sais plus, 25 ou 30 du livre des esprits. Voilà ce que traite ce livre. Après, il y a toutes les 1000 autres questions du livre des esprits qui ne sont pas du tout abordées encore par ces scientifiques-là. Mais au moins, bon, l'avantage, c'est qu'il commence par le commencement, c'est-à-dire parler de Dieu, hein. Et donc, en soi, c'est déjà un mérite. Mais comme tu dis, Joël, c'est que le début, parce qu'après, ben, il existe l'esprit, il existe d'autres choses que la matière. Et là, par contre, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. Voilà, donc les lois naturelles sont éternelles et immuables, elles ne changent pas, hein. Et toutes les constantes physiques, comme la constante gravitationnelle, enfin, voilà, depuis qu'on la connaît, depuis la création de l'univers, c'est les mêmes, hein. Donc, elles ne changent pas. Et elles s'appliquent aussi à tout le monde, hein. Personne n'y échappe. Donc, quand on parle de lois naturelles, la science les découvre petit à petit, mais il y en a encore énormément que la science n'a pas encore découvert. Euh, et donc, elles sont éternelles. Donc, des vérités, en fait, hein, concernant la loi naturelle, il n'y en a qu'une. C'est notre conception de la vérité qui évolue, qui progresse, hein. Aujourd'hui, ben, il y avait Newton, hein, qui parlait que deux corps s'attirent, donc y compris la Terre et le Soleil, etc. C'était la vérité à son époque. Ensuite, il y a Einstein qui est venu, qui a dit oui, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Il y a certains cas extrêmes où ça ne fonctionne plus. Et dans ces cas extrêmes, ben, il faut aller vers la relativité, hein, qui se ramène d'ailleurs aux lois newtoniennes quand on est dans des conditions, entre guillemets, normales, quand on sort de ces conditions extrêmes. Donc, on s'aperçoit que la connaissance des lois naturelles, elle progresse. Donc, c'est notre connaissance des lois naturelles qui progresse. Mais la loi naturelle, elle est unique, hein, et elle est immuable, elle ne change pas. Donc, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein, on parlait tout à l'heure du bien et du mal qui sont relatifs, on va y arriver. Eh ben, en ce qui concerne les lois de la nature, là, il n'y a pas de relativité. C'est uniquement notre perception qui est relative. Mais les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont. On a beau penser, non, moi, je ne pense pas que c'est comme ça, je pense que c'est autrement. Eh ben, on n'ira pas loin, hein, parce que tôt ou tard, on devra se rendre à l'évidence que c'est pas comme les lois de la nature ne sont pas comme on pense qu'elles sont, hein. Selon nos opinions personnelles, elles sont tout simplement comme elles sont. Donc, il y a un caractère absolu dans ces lois naturelles. Alors, Alan Kardec, après, il y a la question 617 où il nous fait le commentaire suivant. Parmi les lois divines ou lois naturelles, hein, il faut toujours voir ça comme un synonyme, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute. Ce sont les lois physiques. Leur étude est du domaine de la science. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps, aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. Donc, les lois physiques sont connues, hein, c'est celles qui sont étudiées par la science. Les lois morales, par contre, donc, elles vont plus loin, hein. Elles vont, comme on voit là, dans l'âme, hein, donc ne se limitent pas à la matière. Et donc, c'est ça que Kardec appelle les lois morales. Donc, les lois morales font partie des lois naturelles, hein, tout comme les lois physiques font aussi partie des lois naturelles. Voilà. Les physiciens matérialistes se limitent aux premières, hein, même si aujourd'hui on voit de plus en plus des notions d'éthique introduites et tout dans la science, hein, donc qui se rapprochent un peu des lois morales.
le but essentiel de la science aujourd'hui, c'est d'étudier la matière. Hein, ils ne vont pas au-delà. Et ensuite, on a le bien et le mal. Donc, c'est la question numéro 630. Donc, vous voyez, le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu ou à la loi naturelle. Hein, et le mal, tout ce qui s'en écarte. Et ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu ou la loi naturelle. Hein, et faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Donc, voilà la définition du bien et du mal qui rejoint ce que je vous disais à l'instant. Hein, le référentiel, ce n'est pas quelque chose qui est écrit par l'homme, c'est tout simplement les lois de la nature qu'on découvre peu à peu. Et chaque fois qu'on découvre une nouvelle loi de la nature, eh ben, c'est une nouvelle connaissance à laquelle il faut qu'on se conforme, comme on dit. Allez, je vais prendre encore un exemple simpliste. Hein, quand j'étais jeune, tout le monde fumait. Hein, les gens ne savaient pas encore les effets du tabac. Avec le temps, ben, ces gens qui fumaient, même sans le savoir, ils ont attrapé des cancers, ils sont morts. Depuis, ben, il y a la médecine qui a progressé. Elle a vu que voilà, les effets du tabac, de la nicotine, etc., sur le corps humain. Et donc, aujourd'hui, c'est différent. Autant à l'époque, on connaissait pas cette loi naturelle hein, de l'effet du tabac sur le corps. Aujourd'hui, on la connaît. Et donc, là, notre responsabilité change. C'est ce qu'on va voir à suivre. Et donc, au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles lois naturelles, eh ben, ça nous interpelle, puisque ça fait de plus en plus de choses auxquelles il faut qu'on se conforme hein, si on veut être heureux. Voilà. Mais ces lois-là ont toujours existé. La preuve, c'est que même quand on ne la connaissait pas, hein, elle existait quand même et donc elle produisait ses effets. Et c'est justement par ces effets, quand ils ne sont pas souhaitables, qui stimulent notre étude et qui permet justement qu'on progresse dans la connaissance des lois naturelles. Voilà. Alors, conformer et enfreindre, c'est les mots qui sont utilisés là. On peut utiliser aussi d'autres mots. C'est d'être en harmonie ou en disharmonie. Voyez, le mot enfreindre, violer, voilà, c'est des mots parfois un peu durs, mais on peut utiliser aussi les mots harmonie et disharmonie. Et donc, la question 636 continue à dire que cette loi divine, la loi de Dieu et les lois de la nature sont les mêmes pour tous, hein, mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Voilà. Les lois de la nature sont les mêmes pour tout le monde. Hein. Tout le monde va un jour retourner dans le monde spirituel. Hein. Tout le monde, s'il saute par la fenêtre, il va tomber. Hein. Sauf, évidemment, si on prend un parachute. Et là encore, on arrive à expliquer pourquoi on tombe moins vite avec un parachute. Hein. Donc, les lois de la nature sont les mêmes pour tous. Mais par contre, le mal dépend de la volonté qu'on a de le faire. Donc, ça veut dire que le mal, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il est lié à la volonté. Et qui dit volonté dit loi de libre arbitre. On verra après les vacances, là, la loi de liberté, ou c'est peut-être, non, on la verra juste avant les vacances. Et la loi de liberté, c'est notre libre arbitre. On a cette liberté de faire ce qu'on veut. Et ce libre arbitre, cette volonté nous autorise, entre guillemets, de faire le bien ou de faire le mal. Si on n'avait pas la possibilité de faire le bien ou de faire le mal, on ne serait pas libre. On serait quelque part condamné à faire que le bien. Non, on est libre. Et c'est ça qui permet justement notre évolution. Un esprit évolué, c'est un esprit qui utilise sa liberté uniquement et exclusivement pour faire le bien, pour aider son prochain. L'esprit encore imparfait, c'est celui qui, de temps en temps, même plus souvent pour les plus imparfaits, utilise cette volonté pour faire le mal, dans des visées égoïstes, dans des visées pour faire la guerre, pour détruire, pour causer du tort à son prochain, pour détruire la nature, etc. Voilà. Et donc, le mal, c'est une caractéristique de l'être humain en vertu de ce libre arbitre. Est-ce qu'on peut dire qu'un animal, par exemple, fait du mal? Non, puisque l'animal, il n'a pas encore le libre arbitre développé dans la même étendue que l'être humain. L'animal, il suit son instinct. Hein. Voilà son instinct de préservation, donc pour se défendre ou pour se nourrir, etc. Hein.
Donc, l'animal, on ne peut pas dire qu'il fait le mal. Donc, le mal, quand on regarde, il vient quasi uniquement et exclusivement de l'être humain, hein, de ce libre arbitre mal utilisé. Et on dit, pourquoi Dieu laisse faire le mal? Ben non, Dieu, il donne la liberté à l'être humain. Et c'est en vertu de cette liberté que Dieu donne à l'être humain que l'être humain peut faire le mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il dit, le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Voilà. Le bien est toujours le bien et le mal est toujours le mal. Oui, parce que les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont. Comme je disais, à un moment donné, on pense que c'est bien de faire un certain nombre de choses parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas encore les lois de la nature qui sont associées à ça. Mais si cette chose qu'on pense être bien, elle est mauvaise, elle en produira ses effets, ce sera quand même quelque chose de mal. Mais quand on le fait sans connaissance de cause, hein, on voit que la position change. Hein. La différence, elle est dans le degré de responsabilité. Si on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la loi de la nature sans le savoir, bon, ça produira des effets, ça servira à notre apprentissage, mais on sera beaucoup moins responsable que quand on fait le mal de façon froide, délibérée, préméditée. Parce que là, au contraire, on n'aura pas d'excuses. Est-ce que ça vous parle? L'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait. Il est coupable évidemment de ce qu'il fait de mal. Donc voilà pour les notions de base de secours. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade? Oui, moi j'en ai une. Oui, Tu parlais de la cigarette tout à l'heure, du tabac. oui, Les fabricants de tabac ne savaient pas à l'époque ce qu'il y avait dedans et qui risquait peut-être de faire mal aux poumons. Euh, Là, on prend par exemple l'exemple j'ai vu l'autre jour, alors c'est quand même une étude scientifique, des effets de la 5G. oui, Il y a un scientifique, un gars qui s'est servi tout simplement d'un appareil qui a mesuré effectivement à côté d'une borne Wi-Fi 5G les effets que ça pouvait avoir sur le cerveau. C'est-à-dire 45 fois beaucoup plus fort qu'une antenne traditionnelle. C'est-à-dire que le cerveau, là, à partir du moment où la 5G va être en route, il y en a qui vont avoir des petits problèmes comme si on mettait la tête dans un micro-ondes. On le sait, il y a une étude scientifique qui est faite, et pourtant, le gouvernement ne fait rien pour arrêter ça. Donc, si on passe l'information aux personnes qui se servent de la 5G, ouais, mais bon, c'est quand même pratique, c'est utile, la 5G, j'aime bien, ça va être bien, on va pouvoir faire plein de choses avec. Oui, mais tu es en train de te cramer le cerveau. Donc, en fait, à qui va revenir la faute à un moment donné? Parce que ben voilà. Après, c'est là, on le sait, il y a une étude qui est faite, on le sait, c'est pas bon pour la santé. C'est pas comme la cigarette où les gens ont fumé, ils ne savaient pas. Là, on le sait, mais on continue. oui, ben, donc c'est typiquement encore un exemple. Hein, l'industrie du tabac, j'avais vu ça, c'est le 31 mai, me semble-t-il, qu'il y avait la journée mondiale sans tabac. Hein, Ouais, et merci. donc, il y a un gars qui parlait, je sais pas, je sais plus si c'était l'ONU ou Mhm. qui parlait donc de la pollution créée par le tabac. Hein. Donc, il citait le nombre de mégots qui polluaient, qui se retrouvaient dans la mer, le nombre de litres que ça pollue, les surfaces qui sont cultivables, hein, qu'on pourrait utiliser pour faire des aliments ou du blé, comme on voit en ce moment, là, il y a, hein, avec l'Ukraine, les problèmes qu'il peut y avoir, qui sont utilisés pour la plantation de tabac, sans compter tout le CO2, tout le méthane qui est généré par ces cultures, etc. Et il en était arrivé à des, comment dire, un facteur polluant très, très important uniquement pour ce tabac. Donc, là, c'est un autre exemple par rapport à celui que tu cites, la 5G. On n'en est pas encore à ce stade, je pense, là. Mais effectivement, il y a des principes de précaution qui devraient être mis en œuvre aussi dans ce cas-là. Mais voilà, pour le tabac, après, on voit c'est un peu difficile à dire, mais quand je passe dans le village en bas, ben, il y a le buraliste quoi, hein, qui vend du tabac et puis ça lui permet de vivre. Moi, personnellement, je ne pourrais pas faire ce genre de métier. Je ne pourrais pas.
Je ne veux pas dire que je suis supérieur au buraliste, hein, qui a certainement beaucoup d'autres qualités, mais vendre à quelqu'un quelque chose où il y a écrit dessus ça va te tuer, je ne suis pas incapable de le faire. Ouais. Même si après la personne, si tu ne vas pas là, elle va ailleurs, ou elle l'achète sur Internet, ou à l'étranger, ou je ne sais pas quoi. Je me souviens un jour avec une collaboratrice du travail hein, qui fumait. Et donc, quand on voyage pour le boulot, évidemment, il y a les duty free. Et là, effectivement, il y a des différences de prix assez notables. Et donc, j'avais parlé du tabac avec elle, etc. Et puis, à l'occasion d'un voyage, elle m'a demandé, tiens, tu pourrais me ramener 2 cartouches? Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais je ne peux pas te répondre oui. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu vois, ce qu'on a dit l'autre jour, moi, je tiens trop à toi, à ta santé, pour te ramener une cartouche. Quoi. Alors, évidemment, elle est partie, elle a demandé à quelqu'un d'autre. Mais après, ça dépend de notre attitude à chacun de nous. Quoi. C'est-à-dire, encore une fois, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, mais il ne faut pas non plus encourager ces choses-là ou rester trop indifférent par rapport à ces choses-là. Hein. Quand on sait que c'est mal, c'est mal. Alors là, 5G, oui, alors il y a des études, il y avait déjà des études pour la 4G et tout. Bon, on prend tous des précautions. Hein. Le téléphone, il est toujours à un bon mètre de distance et tant qu'il peut être sur le Wi-Fi plutôt que sur les ondes, il est sur le Wi-Fi. Voilà, on prend des précautions. Quelque part, c'est un outil qui est utile, mais le jour où il y aura vraiment une démonstration, donc il y a des études effectivement qui montrent les effets, mais des études, tu sais, dans ce domaine-là, tu en as qui disent oui, tu en as qui disent non. Il y en a qui ne sont pas toujours neutres non plus et indépendantes, hein, comme elles devraient l'être. Il y a les lobbies qui sont derrière et la science, elle perd beaucoup en crédibilité à cause de ce manque de désintéressement et de neutralité. Hein. L'État, lui, il se base sur des études scientifiques qui disent que c'est dangereux, que ce n'est pas dangereux, etc., pour, entre guillemets, laisser faire, hein, puisque, voilà. Et puis d'ailleurs, l'État autorise toujours encore la vente des cigarettes aujourd'hui. Tu vois, on en est là. Donc, si ça se trouve, un jour, quand tu achèteras ton téléphone 5G, il y aura écrit sur le téléphone, attention, ce téléphone peut te tuer avec les ondes. Mais l'État n'interdira pas forcément, ne t'interdira pas forcément d'acheter un téléphone 5G. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore cet équilibre donc entre le respect de cette liberté. Moi, je pense plus que ça passera par une information. Le jour où les gens seront vraiment convaincus que c'est dangereux, ils ne l'utiliseront pas. Et ceux qui sont dans le doute aujourd'hui se satisferont d'un téléphone 4G et attendront un peu plus avant de passer au 5G. Sauf que là, le souci, c'est pas même si tu ne l'utilises pas, tu le prendras quand même. Parce que c'est en marchant dans la rue que tu le prends. Oui, évidemment. Après, quand tu es dans le métro et puis que tu es entouré de gens qui ont des téléphones de 5G, tu as du mal à y échapper, ça, c'est vrai. L'émetteur en lui-même, hein, ce n'est pas le récepteur, hein, c'est l'émetteur en lui-même qui est hyper dangereux. Oui, mais tu en as deux. Tu as l'antenne et puis tu as l'appareil. Oui, c'est l'antenne. C'est l'antenne, si elle est à 3 km, elle te produira moins de champs électromagnétiques que le téléphone que tu auras sur l'oreille. Même si le téléphone il est 10 fois moins puissant que l'antenne, tu vois. C'est pas ce qui se passe à Montpellier. Oui, après, bon, c'est sûr, s'ils mettent les antennes juste à côté des gens, là, effectivement. Ils sont au-dessus des toits, hein, ils sont au-dessus de toi tête. Voilà. Mais voilà, après, c'est. Pour qu'il y ait des mâts, ça monte suffisamment haut, etc. Enfin, ou alors mettre un blindage en dessous. Enfin, après, il peut y avoir des solutions, tu vois. Je ne suis pas en contraire au progrès. Hein. Je ne suis pas contre la 5G. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut faire attention, effectivement. Si c'est dangereux, il faut se prémunir contre ce danger. Alors, il y a 2 autres mains qui sont levées. Donc, dans l'ordre, c'est Vincent. C'était juste un petit commentaire. Je me souviens, dans les labos de sciences, là je travaillais dans un lycée, on avait des crèmes au radium. Ça veut dire qu'on ne savait pas encore la dangerosité de ces produits. Et puis, on faisait des crèmes au radium. Et puis, il n'y a pas Marie Curie, elle était morte depuis un moment déjà, hein, à cause de ça. Oui, mais bon, c'était... Voilà, ça a été vendu. Et puis là, quand on fait... moi, je travaille dans le bâtiment. Quand on fait du bâtiment à l'heure actuelle, il y a beaucoup
d'argent qui est mis dans le traitement de l'amiante. Oui. Mais on a vendu pendant, je pense, 40 ans ou 50 ans, des produits à l'amiante, des colles à l'amiante, des revêtements à l'amiante, des plaques fibrociment à l'amiante. Et maintenant, c'est à chaque personne de prouver qu'elle n'a pas d'amiante dans son appartement ou dans sa maison quand il la vend, et que les gens qui ont vendu et l'État qui a protégé ces gens qui ont vendu ces produits qu'on savait dangereux a une responsabilité. Et je pense que alors là, on entre dans un domaine qui est la politique, mais la politique est au service des puissants et malheureusement pas au service des lois naturelles. Ben, oui, et c'est là où notre monde, on sait qu'il n'est pas parfait, hein, ça c'est clair. Hein. Maintenant, c'est vrai, l'amiante, moi je me souviens quand j'étais pompier, quand j'étais jeune, hein, on avait des combinaisons en amiante, hein, pour s'approcher du feu. Et c'était pas de l'amiante pure, c'était un peu vitrifié comme ça à l'extérieur quand même, mais c'était de l'amiante, quoi. Hein. Et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est complètement proscrit. Mais ça, c'est typiquement, à l'époque, on ne savait pas. Hein. Au fur et à mesure, on a vu, bah, tiens, il y a des cancers spécifiques, thyroïde, je ne sais pas quoi. Au fur et à mesure, on a découvert l'effet de l'amiante, hein, de ces microfibres qui migrent par les poumons, etc., aller dans le corps. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les mesures ont été prises pour ne plus utiliser de l'amiante. Maintenant, c'est vrai que eh ben, les anciennes maisons, ben, il y a encore des peintures au plomb, il y a encore des morceaux d'amiante. Ça, après que le gouvernement demande aux gens de faire ce qu'il faut ben, pour, dans certains cas, les enlever. Hein, parce que, en fait, l'État, c'est qui? C'est nous. Hein. Si on dit ben, c'est l'État qui va payer, à la fin, c'est quand même toi, c'est quand même nous qui payons, hein, par les impôts, etc. Même quand on taxe les entreprises, ben à la fin, les entreprises vont inclure ces taxes dans le prix des produits qu'elles vendent. Et donc, c'est encore une fois nous, les consommateurs, qui payons. Donc après, ce qu'il faut, c'est trouver là la formule, je dirais, la plus honnête, la plus équitable dans ce genre de cas. Et ensuite, l'entreprise dans laquelle je travaillais, enfin que je travaille encore jusqu'à la fin du mois, il y a eu ce qu'on appelle un plan amiante, c'est-à-dire il a été reconnu que pendant une certaine période, les salariés étaient exposés à l'amiante, et donc il y a un plan qui leur permet, basé sur un fonds, encore une fois public, hein, de partir à la retraite un peu avant les autres, hein, ceux qui étaient exposés à cette amiante pendant leur vie, pour compenser l'éventuel raccourcissement de leur durée de vie à cause des effets de l'amiante. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et qui sont prises, hein, en palliatif derrière, mais le plus important, c'est effectivement le préventif, c'est de bannir complètement ces produits-là aujourd'hui, même si les produits alternatifs coûtent plus cher ou sont moins bons. Donc, c'est là où il faut, vous voyez, c'est que quand on découvre les lois de la nature comme ça entre-temps et qu'on se rend compte qu'on a fait des bêtises, bon, ben, il faut là s'organiser au mieux pour résoudre les problèmes qui sont causés par ces bêtises. La deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi le fait qu'on parle de lois, hein, et on est incapable de les nommer, ces lois. C'est quoi les lois de la nature? Ah ben, quand tu vas ben, elles sont là. C'est-à-dire Kardec, il en a fait une classification dans le livre 3e. Hein. Tu en as, c'est combien, 9 ou 10 10, c'est 10. Il y en a 10, hein, des 10, lois de la ouais. nature, Ouais. des lois naturelles. Donc, il y a, là, vous voyez les premières, loi d'adoration, loi de liberté, loi du progrès, loi de société, loi du travail, loi de destruction, loi de conservation, loi d'égalité, loi de reproduction, loi de justice, d'amour et de charité. Donc voilà, ça c'est une classification que Allan Kardec en a fait dans le livre des esprits. Maintenant, comme toute classification, lui il l'a classé en 10, d'autres peuvent le classer en 20 et d'autres peuvent le classer en 5, tu vois.
La classification qu'on a vue juste au-dessus, là, elle est même binaire. Hein. Il y a les lois physiques et les lois morales. Hein. Donc, dans les lois de la nature, il y a déjà cette classification qui est faite. Et dans les lois morales, Kardec les a classées en 10. Mais voilà, ça n'a rien d'absolu. La classification que fait Kardec, comme on verra donc dans les cours suivants, eh ben, ça couvre déjà la quasi-totalité des situations, des questions qu'on peut se poser pendant notre vie. Je crois que la première loi d'expérience, hein, là, on a passé toute une après-midi hier à parler de l'aide aux esprits souffrants. Aux esprits souffrants. Je crois que la première loi que les individus ne s'appliquent pas, c'est la responsabilité de sa conscience. C'est-à-dire que les émotions, les sentiments qu'on ressent, nous sommes responsables de la perception de nos émotions et de nos sentiments. Disons que ce n'est pas le voisin qui est responsable, quoi. Même si on capte, par exemple, des choses qui sont extérieures à nous-mêmes, hein, une souffrance, par exemple, il y a une personne qui est dans la pièce à côté qui souffre, et on souffre ne sachant pas, parce qu'on capte sa souffrance et on ressent sa souffrance. Même si on capte sa souffrance, on est responsable de la façon dont on réagit par rapport à ça. Oui, ben ça fait... Et ça, c'est, à mon avis, au niveau spirituel, une des premières lois de responsabilité de chaque individu vis-à-vis de sa conscience et des émotions qu'on ressent. Ben, en fait, Kardec il dit un peu la même chose, et c'est donc celle qu'on verra dans le module 16, hein, cette loi de justice, d'amour et de charité, qui en fait, c'est la plus importante. C'est ça. Hein, Kardec dit clairement que c'est la plus importante. Hein. Et charité, amour du prochain, voilà. Après, bon, perfection morale, bon, c'est la conséquence. Mais effectivement, quand on parle là de la conscience, alors je vais revenir. Alors, attendez, oui, je suis là. Voilà. Quand on parle ici de la volonté qu'on a de le faire, l'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait. Voilà. Nos émotions nous poussent souvent à faire des choses qui sont contraires aux lois de la nature. Mais c'est à nous, comme tu disais à l'instant, de contrôler ces émotions pour éviter qu'elles nous fassent aller dans le sens de quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Hein, on a envie de manger, hein, la boulimie. Ben, oui, ça demande du travail. Essayer de perdre 5 kilos, ce n'est pas facile. Hein. Ça demande de la volonté. L'autre jour, je voyais dans le congrès des médecins, hein, il parlait justement comment est-ce qu'on peut aider les gens qui ont du diabète, etc. Bah ouais, mais il faut leur dire de manger moins de sucre. Ah, le médecin s'est retourné vers l'autre, il a dit, mais essaye toi. Moi, j'essaye de perdre 5 kilos, je n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas dire aux gens de faire quelque chose que moi-même, je n'arrive pas à faire. C'est effectivement là que se trouvent beaucoup de difficultés. Mais le fait de le comprendre, le fait de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, le fait de comprendre notre responsabilité si on continue à faire quelque chose, même si on sait que ce n'est pas bon, hein, ça, c'est, à mon sens, un des stimulants les plus forts pour nous aider à avancer dans ce sens, même si, il faut être réaliste, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Oui, juste encore une petite réflexion par rapport à ça. Je pense que la difficulté qu'on a vis-à-vis de nos sociétés, c'est qu'on est très tourné vers l'ego, c'est-à-dire qu'on s'identifie à notre propre corps. Je suis mon corps, je suis mes pensées, je suis telle personne qui a une telle fonction dans la société, qui a tel rapport avec les autres. Et ces mécanismes d'identification nous font souffrir. Alors, quand on dit à un enfant, par exemple, qui fait une bêtise, hein, un enfant de maternelle, hein, très, très jeune, c'est très important de lui dire qu'il n'est pas sa bêtise. C'est-à-dire s'il a par exemple mordu, parce que les gamins en maternelle se mordent. S'il a mordu sa petite voisine, qui avait de bonnes joues, qui donnait envie de croquer dedans, c'est pas bien, mais il n'est pas
il n'a pas à s'identifier à quelqu'un de mal. On doit lui permettre de ne pas s'identifier, de pouvoir progresser. Parce qu'à partir du moment où on s'identifie au mal, eh ben, on est ça. Et on est figé au niveau psychologique. Et souvent, dans nos sociétés, on est très figé psychologiquement parce que la psychanalyse a dit on travaille sur l'ego, mais on ne travaille pas sur les mécanismes qui font qu'on s'identifie à nos souffrances. Et donc, le petit gamin qui croque la joue de sa voisine, il va lui faire mal, mais il ne s'en rendra pas forcément compte au départ. Hein. Donc, c'est là où il faut lui expliquer, l'éduquer, hein, comme disait Claudia Verdine vendredi soir, cette éducation des enfants, donc de respecter le prochain, d'éviter tout ce qui peut faire mal aux autres, voire à la même des notions du genre ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres fassent pour toi. Hein, c'est comment dire la psychologie entre guillemets de Jésus qui est tout à fait accessible à des enfants. Hein. Attention, cet enfant ne lui dit pas tu es un vilain garçon, alors on lui dit c'est mal ce que tu as fait, mais on fait bien attention de lui dire tu n'es pas le mal. Oui, voilà. Et ça, c'est très, très important. Tu as mal à ton corps, mais voilà, c'est dans l'absolu, et ça, c'est des nuances qui sont très, très, qui ne sont pas évidentes, et je pense que c'est l'étape suivante après le fait d'avoir conscience de ces émotions, être capable de les regarder comme de l'extérieur, pour se décentrer. C'est ça, c'est l'enfant, on évolue en fait en se trompant, par les erreurs, en subissant les conséquences des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend en fait et qu'on évite les erreurs. Donc c'est surtout au niveau des enfants que c'est comme ça. Les enfants, encore une fois, ils veulent pas forcément faire le mal. Alors il y en a qui sont quand même un peu tordus, mais la majorité non, font des choses qui sont pas en harmonie avec les lois de la nature, mais parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas encore ces lois de la nature. Et après, un enfant comme ça, qui, par exemple, se fait mal ou fait mal à quelqu'un, ou voit la joue de la petite voisine qui saigne ou qui a des marques, c'est là où il faut lui faire comprendre, regarde, est-ce que toi, tu voudrais avoir des marques comme ça sur toi? Regarde la conséquence de ce que tu as fait. Et l'enfant comprendra tout de suite et il ne le fera plus. Hein. Et ça fait partie, comment dire, de ces processus d'éducation. Hein. On dit toujours, les enfants, on a beau leur dire, mets pas la main là où ça brûle, ou fais attention de ne pas passer à tel endroit pour éviter de tomber. Tant qu'il ne sera pas brûlé et qu'il n'aura pas fait une première chute, il ne comprendra pas toujours ce qu'on lui demande. Hein. Et c'est comme ça qu'on apprend, que les enfants apprennent. Et nous ne sommes rien d'autre que des grands enfants. Hein. On apprend aussi on fait des choses, on se trompe, on voit les conséquences, on se dit, ben voilà, c'est pas ça que je veux, donc je vais faire autrement. Hein. Et même dans l'au-delà, on aura à apprendre aussi à ne pas s'identifier. Hein. On le voit dans André Louis, là, Nos Solars. Il est très identifié au personnage, il est très identifié au médecin. On lui dit non, mais tu n'es plus le médecin. Oui. Et ça, c'est la question du degré de responsabilité. Hein, parce que André Louis, il savait ce qu'il faisait dans le monde incarné, mais là-haut, la petite infirmière savait mieux ce qu'elle faisait que lui, qui pensait savoir ce qu'il faisait, mais il disait attention, ici, c'est pas comme en bas, hein. C'est pas comme la médecine naturelle, et il s'en est assez vite rendu compte, heureusement. Tant qu'il est attaché à ça, il a pris le balai, hein. Il a pris le balai pour balayer. Il a mis quand même un certain temps à ne plus s'identifier à ce rôle de médecin. Ouais, il a mis un certain temps où il n'acceptait pas, hein, où il a essayé de soigner, mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Voilà. Et c'est pour ça que moi, il y a mon beau-frère là, qui est mort d'un cancer il y a déjà une dizaine d'années. Et donc, il n'était pas un spiritualiste en particulier, mais il avait quand même vu le film Nos Solars. Et puis, c'était assez proche de la fin, en parlant avec mon épouse. Alors, tu as vu le film Nos Solars? Il dit, oui, j'ai vu, j'ai compris. Quand je vais arriver là-bas, je vais tout de suite prendre le balai. Hein? Donc,
Voilà, c'est cette humilité qui est nécessaire. Et donc, ça dépend surtout de la volonté qu'on a le fait. Si on n'a pas la volonté de faire le mal et qu'on fait le mal en toute bonne foi, en ignorant les conséquences de ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas la volonté de faire le mal, on fera toujours le mal, mais le degré de responsabilité, il sera infiniment plus faible. C'est au-delà de la volonté, hein, je crois, Charles. C'est au-delà de la volonté, c'est une façon de regarder le monde. Oui. Et même nous, en tant que citoyens, là, incarnés, on peut avoir 10 000 façons de voir le monde. On peut voir le monde, par exemple, de la façon dont on le voit un handicapé, parce que là où je travaille, il y a des jeunes gens, hein, des enfants qui sont en chaise roulante. On peut voir le monde sous l'angle de l'handicapé, on peut voir le monde sous l'angle, je sais pas, d'un oiseau, ou sous l'angle... Voilà, c'est très important de pouvoir se décentrer de nos façons de penser pour pouvoir garder une souplesse mentale. Et ça, on n'est pas formé à ça. Ouais. Mais bon, après, voilà, l'éducation qui permet de comprendre ces choses-là, c'est quand même le meilleur moyen, quoi. L'handicapé, c'est sûr, faut se mettre à sa place, hein, et puis c'est un des grands problèmes qu'on a. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Se mettre à la place vraiment de l'autre, hein, et qui lui est là dans cette situation d'handicap. Alors, encore une fois, certainement pas par hasard, hein, personne n'est handicapé. Excusez-moi, il y a la chaise qu'il faut que je change. Personne n'est handicapé de façon injuste, hein, c'est peut-être une décision de l'esprit ou peut-être une conséquence de la loi de cause à effet. Donc, dans les deux cas, c'est pour le faire évoluer. Et puis, pour faire justement aussi prendre conscience à nous autres de faire tout ce qu'on peut pour que la condition des handicapés soit le meilleur possible, pour qu'ils puissent quand même avoir le plus de liberté, qu'ils puissent aussi avoir du travail, etc. Et c'est ce qu'on voit, heureusement. Pas encore autant qu'il faudrait, mais on le voit. Voilà. Mais le mal, ce qui est fondamental dans le mal, c'est que c'est l'utilisation du libre arbitre de l'homme, ou parfois le manque de savoir, hein, et que le degré de responsabilité, il dépend de notre degré de connaissance. Il y a un Colombien un jour qui donnait une conférence en disant, quand Jésus, on l'a mis sur la croix, Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Après, il disait, oui, mais aujourd'hui, on a évolué, on connaît beaucoup de choses, il y a la science qui a évolué, la philosophie spirit, par exemple, qui est là aussi. Donc, nous, on sait. Hein? Donc, nous, on sait. Et ça, c'est un discours qui interpelle un peu, voire qui est peut-être un peu culpabilisant en disant et pourtant, tu le savais. Tu vois, mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous condamnons par rapport à ça. C'est notre propre conscience. Quand on arrive de l'autre côté et puis qu'on voit le film rétrospectif de notre vie, hein, comme on peut le voir dans les expériences de mort imminente ou les expériences aux frontières de la mort, nous-mêmes, on est face à notre conscience. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Il n'y aura pas Saint-Pierre qui dira non, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, c'est de ça qu'il faut qu'on ait conscience. Hein. Par exemple, faire le mal, c'est une chose. Bon, ça se voit. Hein. Mais après, penser le mal, ça ne se voit pas toujours. Hein, parce que on n'a pas, nous, en tant qu'incarnés, la capacité de télépathie, de savoir ce que pensent les autres. Donc, on a tous nos pensées cachées, nos pensées secrètes. Mais un bon esprit qui est à côté de nous, même un mauvais esprit qui est à côté de nous, lui, il saura lire dans nos pensées. Dans le monde des esprits, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de cachotterie. Et ça, il faut qu'on s'y habitue. Hein, c'est-à-dire, penser le mal, déjà, ça commence là. Dans l'Évangile selon le spiritisme, il y a un chapitre, en général, on passe assez vite parce qu'il est assez, prenant, hein, qui dit que, en gros, hein, le péché commence à partir du moment où on le pense. Le fait de ne pas le tourner, de ne pas le mettre en pratique physiquement, c'est déjà un pas vers l'avancement. Mais
La vraie évolution, c'est de ne plus penser ce genre de choses, de l'éliminer même de nos pensées. Mais pourquoi attendre d'être dans l'au-delà pour progresser? Ah ben voilà, c'est ça. Pourquoi attendre d'être dans l'au-delà pour progresser? Peu de gens déjà sont conscients de leurs pensées. Hein, quelle personne prend du temps dans la prière pour écouter ses pensées? On ne sait même pas ce qu'on pense. C'est pour ça qu'on en parle ici, parce qu'on n'est pas Ouais, dans bien l'au-delà, sûr. nous. Hein. Bah On non. en parle ici pour justement commencer à y réfléchir et à y travailler ici. Hein. Voilà. Non, cette question de liberté du bien et du mal et de responsabilité, elle est assez fondamentale. Ça, c'est voilà. C'est le hasard, la faute à pas de chance. On fait souvent porter le chapeau à d'autres choses. Mais non, 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 non. C'est là-dedans. C'est chez nous. Hein. Alors, Fabrice, tu avais aussi levé la main tout à l'heure, mais… Non, c'était à propos de la 5G, mais non, c'est bon. D'accord, ouais. Et la 5G, typiquement, ben, c'est un bon exemple que tu apportes, Christophe. Hein. Si tu me demandes mon avis personnel à moi, c'est que déjà, il faut voir le nécessaire et le superflu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la 5G aujourd'hui? Bon, hier, je n'avais pas besoin de la 4G. Avant-hier, je n'avais pas besoin du téléphone portable. Voilà. Je ne suis pas personnellement contre. Par contre, il faut qu'il y ait des mesures de prévention et de protection qui sont adéquates. Ça c'est évident. Mais je ne suis pas forcément opposé. Maintenant, moi-même, je ne pense pas que j'achèterais un téléphone 5G tout de suite. Tu vois. Ouais, mais ces mesures de, comment dirais-je, de protection ou d'information sur la santé des citoyens, elle va toujours se heurter justement ce que parlait tout à l'heure Vincent, un peu aux intérêts économiques. Ouais. Parce que Christophe parlait tout à l'heure d'une étude qui a été faite sur ces antennes-là. Bon, bah là, je vois que les 3 organismes qui sont chargés justement de, comment dirais-je, d'étudier ces informations, l'IJAS, l'ANSES et la NFR, concluent qu'il n'y a aucun danger pour la santé, quoi. Mmh. Voilà, donc où est la réalité, où est le curseur? La vérité, elle est toujours au milieu. Hein. Ben voilà. Mais peut-être que dans 15 ou 20 ans, on nous dira, bah oui, finalement, la 5G, c'est dangereux. Il y a la des 5G, cancers. les débats intéressants qu'il y a eu sur la 5G, c'était sur est-ce que c'est vraiment utile, hein, qu'on puisse faire du business, que oui, bon, mais est-ce que vraiment les fonctionnalités qu'elles apportent, elles sont utiles? Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et Oui, mais après, on est dans un monde où il faut toujours aller plus vite, il en faut toujours plus. Donc ben, malheureusement, on va le créer. Si on n'en a pas besoin, on va créer ce besoin, on va savoir le créer. Donc, et au bout de quelques années, on va dire, bah oui, finalement, on en a besoin. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. On crée des besoins, et puis une fois qu'on a le pied dedans, après, c'est comme le téléphone portable. On a fait des années sans. Maintenant, on peut quasiment tous passer de téléphone portable. Quoi. Donc, mais regarde, Fabrice, moi, le téléphone portable, pendant longtemps, j'en avais pas. Hein. oui, oui. Et bon, finalement, je m'y suis mis quand même. Les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Moi, j'ai mis plusieurs années avant de m'y mettre parce que justement, j'avais peur que je contrôle plus ce que je fais, quoi, que les choses me dépassent un peu. Hein. Tout à fait. Et finalement, ben, je m'y suis mis quand même parce que j'ai vu que les réseaux sociaux, tu peux les utiliser pour faire le bien. Après, Exactement. les zooms ou la fibre ou ces trucs-là, pareil, je me suis dit, oh, j'en ai pas besoin, mais finalement, je l'ai quand même. Et le zoom, je l'ai quand même parce que sans zoom, on ne serait pas là ensemble au Skype ou autre. C'est exactement ce que Tu j'allais vois, dire. c'est là où il faut. Par contre, moi, je n'irais pas l'utiliser pour faire des choses futiles. Hein. Ça, mais pour faire des choses utiles, utiliser la technologie pour le bien, utiliser la 5G, par exemple, pour un diabétique ou quelqu'un qui a une maladie qui demande un suivi très, très serré, très, très rapide, tu vois, il y a certainement beaucoup d'applications qui sont très utiles. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont futiles. Et la question financière dans tout ça, qui est sous-jacente à ces choses-là, ben c'est pareil. Pour moi, elle est secondaire. C'est pas parce qu'il y a des voitures à 100 000 euros, moi, peut-être, ma 2 chevaux suffirait pour faire des déplacements en ville. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est où chacun place le curseur. Ce qui va être utile pour un va être essentiel pour l'autre. Et
bon, ben voilà, on n'est pas tous identiques, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes priorités, et c'est là justement. Donc, il ne faut pas se transformer en ermite au milieu de la forêt ou dans le désert, hein, mais il faut savoir utiliser ces technologies qui apportent des choses positives, comme on le voit en ce moment avec cette réunion qu'on fait là, grâce à ces ressources. Pour faire le bien, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Tu parlais des réseaux sociaux, moi c'est pareil, je n'étais pas du tout réseaux sociaux, mais si on veut se tenir au courant notamment de tout ce qui est les séminaires, les conférences, bien si on n'a pas Skype ou Facebook, on passe à côté de choses. Voilà. Oui, c'est vrai qu'avant la pandémie, on donnait jamais de conférences virtuelles. Et on a commencé. Et on se rend compte aujourd'hui que les conférences, quand on nous louait une salle à Paris, il fallait prendre le train, ça polluait et tout, quoi. Alors là aussi, ça pollue les serveurs de Google, etc. Mais n'empêche que au lieu d'avoir 15, 30, 50 personnes dans la salle, les conférences sont vues par plusieurs centaines de personnes. Hein, il y a plusieurs centaines de visualisations. Alors qu'elles voient du début à la fin, c'est une autre chose, mais tu mets quand même beaucoup de… On voit qu'on est un peu dans une autre dimension. Et ce qu'on discutait au départ, là, des difficultés des centres spirites à conserver un local présentiel, bon, à Paris, je pense que ça peut encore être possible, mais chez nous, voilà, ou alors ça se fait chez quelqu'un, mais ça se justifie de moins en moins. Et c'est là où il faut, chaque fois, qu'on s'adapte au fur et à mesure des… Hein. L'essence, j'étais hier avec mon gamin, c'est même le sans-plomb, je ne sais pas combien, là, le moins cher, il est déjà de nouveau à plus de 2 € le litre. Ouais. Hein. Mais moi, dans un an, il peut très bien être à 5 € ou à 10 €. Et à partir, alors là, c'est sûr, il y aura beaucoup de grincements dedans et tout, et on réfléchira encore une fois, bon, OK, comment est-ce que je peux faire avec moins de bagnole? Et on est obligé d'y aller, puisqu'on le voit, les lois de la nature, là, on voit ce qu'on est en train de faire. La nature a mis des centaines de millions d'années pour produire tout ce charbon, ce pétrole. On a tout brûlé, on met tout dans l'atmosphère. Hein, on a déjà consommé plus de la moitié en quelques décennies. Hein. Et quand on reviendra peut-être dans un siècle se réincarner, qu'est-ce qui nous restera? Hein? On sera bien obligé de faire autrement. Tout à fait. Et là, on dit, autant essayer déjà de faire autrement aujourd'hui. On sera obligé de s'adapter de toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà. Et l'harmonie avec les lois de la nature, c'est vrai que ces dimensions d'impact du réchauffement climatique, ces orages qu'on voit, la grêle qui tombe, il y a toujours eu ce genre de choses. Mais là, il y en a de plus en plus. Quoi. Les orages qu'il y a eu en Belgique et en Allemagne, il faut revoir toutes les normes d'évacuation des eaux pluviales et tout, parce que c'est largement pas dimensionné pour des événements de cette amplitude-là, qui dans le temps étaient exceptionnels et qui aujourd'hui le sont de moins en moins. Donc, on se rend compte que cette harmonie avec les lois de la nature, elle est vitale, vitale. Hein. Notre planète, elle brûle. Et le monde de régénération, hein, je le répète, ce ne sera pas un monde de confort matériel. Le monde de régénération, ce sera justement, même par la force des choses, on sera obligé de se mettre en harmonie avec les lois naturelles. On ne pourra pas continuer, comme le disait Gutiérrez, là, si tous les humains consommaient comme les Occidentaux, il faudrait 3 terres pour pouvoir répondre à ce besoin. Et il n'y en a qu'une. On ne peut pas continuer à consommer comme ça, ce n'est pas possible. J'ai juste une petite question. Est-ce que Kardec parle de conscience collective? Conscience collective. Alors parce que là, c'est de la conscience individuelle, les lois individuelles. Est-ce qu'il y a des lois collectives, par exemple? Je pense, peut-être on le verra dans la loi de société. Et en fait, conscience collective, c'est quelque chose qui est venu avec la psychologie au XXe siècle, hein, je crois. À l'époque de Kardec, on n'en parlait encore pas trop de ce genre de notion. Mais ce que Kardec et Léon Denis disent souvent, c'est que la société est l'image des individus qui la composent. Hein, c'est-à-dire que quand on dit ouais, le gouvernement devrait faire ci, devrait faire ça, le gouvernement, c'est nous qui votons, c'est nous qui payons. Donc c'est à nous de faire. Il ne faut pas demander au gouvernement de faire. C'est un petit peu quelque part une échappatoire. Hein. Même si, bon, après, voilà.
Donc, individuellement, les gens sont intéressants, mais dès qu'on met 10 personnes ensemble, ça devient, ça devient moins intéressant. C'est ça qui est paradoxal. Les gens sont intéressants individuellement, mais collectivement, on ne sait pas bien faire, quoi. Ouais, ben c'est pour ça que si on veut changer le monde, il faut déjà commencer par nous changer nous-mêmes. C'est la manière la plus rapide de changer le monde, c'est qu'on se change soi-même d'abord. Et ça, avec l'exemple que ça entraîne sur les autres individus, etc., c'est ça qui va faire évoluer le monde. Parce que moi, je ne peux pas évoluer à la place de quelqu'un d'autre. On peut pas changer la vie de quelqu'un d'autre. On peut conseiller, on peut orienter, on peut expliquer, mais après, c'est l'autre qui décide oui ou non. C'est encore une fois cette liberté, ce libre arbitre. On peut expliquer pourquoi la 5G est dangereux, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas fumer, etc. Mais après, la personne continue à fumer, même si c'est écrit noir sur blanc. Et ça, on le voit. Est-ce que tu es capable d'expliquer pourquoi les individus sont intéressants et pourquoi la société est mauvaise? Je ne sais pas si la société est si mauvaise que ça. Quand on regarde quand même par rapport à ce qu'elle était avant la Révolution française, par exemple, il y a quand même eu pas mal de progrès. Dans Le Monde invisible, et c'est lequel que je suis en train de regarder en ce moment, Socialisme et spiritisme, Léon Denis parle de la Troisième République. Et donc, la loi des 8 heures, de travail de 8 heures, les droits de grève, les indemnisations de chômage, toutes ces choses-là il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites dans notre société au cours du temps. Et pourquoi? Parce que nous, les individus, l'ont demandé, l'ont fait, ont mis les conditions, ont réuni les conditions pour que ça se fasse. Hein? Et donc, on voit très bien que la société a beaucoup évolué dans ces derniers siècles, voire ces dernières décennies, et va continuer à évoluer. Elle a Et même beaucoup moi, évolué je vais vous dire, je vais citer un autre exemple. Oui. Elle a beaucoup évolué après-guerre. Après-guerre, on ne voulait plus jamais ça. Après-guerre, il y a failli avoir un déséquilibre complet entre les gens qui étaient soi-disant collaborateurs et les gens qui étaient des résistants. Il y a eu un risque de guerre civile juste après-guerre, et c'est là où on a eu la volonté de dire on veut un autre monde, et ça s'est fait après-guerre. Et tout ce qui s'est fait après-guerre, on est en train de le détruire maintenant. C'est quand même paradoxal. Je pense pas, parce que tout ce qui a été fait après-guerre, ce sont quand même des acquis, des choses que les gens ils ont compris. Ici, maintenant, on va un peu plus loin à l'Est, il y a quand même encore des régimes dictatoriaux ou des manipulations de masse, du filtrage de la presse, du noyautage du système juridique, enfin, on voit plein de choses. Mais là, c'est à mauvais, il y en nous a de beaucoup. dire, stop, ça, on veut pas revenir en arrière. Mais par exemple, la sécurité sociale qui a été mise en place après-guerre, on est en train de la détricoter. Par exemple, les mutuelles sont en train de prendre la place de la sécurité sociale. On dérembourse les médicaments, on est en train de détruire l'hôpital, on est en train de détricoter tout ce qui s'est fait après-guerre. Et de détricoter, on est en train de détruire, hein, c'est même pas détruire des lois qui... La santé, c'est un bien commun. Eh ben non, on veut en faire du commerce. On est en train d'assister à un monde où on sait que le monde qui est le nôtre est limité. On le sait, hein, le carbone qu'on met dans l'atmosphère va nous rendre le monde inhabitable. Et on est face à des lobbies financiers qui vont dans l'autre sens, qui veulent absolument la croissance. Et on se confrontera un jour ou l'autre à, des pouvoirs d'argent face à des pouvoirs des gens qui sont des individus. Et comment un individu tout seul peut lutter contre des pouvoirs d'argent? Et c'est bien le sujet à l'heure actuelle. Ben ça me rappelle la question 932 du livre des esprits. Pourquoi est-ce que c'est les mauvais qui dominent le monde, hein? La réponse des esprits, c'est à cause de l'omission des bons. Le jour où les bons le voudront, ils prendront facilement le dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit déjà beaucoup de dénonciations de ces lobbies. On voit des principes éthiques qui sont de plus en plus appliqués au sein même des entreprises les plus capitalistes.
hein. Moi, j'ai travaillé chez Alstom et puis chez General Electric. Mais je vous assure que ces dernières décennies, j'ai vu un progrès fulgurant de tout un tas de mesures anticorruption, avec des règles très, très précises qui l'interdisent de façon très, très forte. Tout ce qui est discrimination, tu vois, hommes-femmes, de l'âge, couleur, race, etc., ou LGBTQI+, il y a énormément de choses qui se sont mises en place dans les entreprises les plus capitalistes. Et pourquoi? Mais parce que l'entreprise, elle comprend que pour motiver les gens qui travaillent pour elle, elle est obligée d'aller dans le sens de ce que ces gens qui travaillent demandent. Donc, c'est pour ça que j'insiste, il faut qu'on demande, effectivement, il faut lutter contre la corruption, quelle qu'elle soit, même en France. Hein, il en reste quand même encore un petit peu. Hein, je crois tout en bas de la première colonne ou en haut de la deuxième, là, dans le fameux tableau là, des perceptions de la corruption. On n'est pas si mal placé que ça, mais néanmoins, il y en a quand même encore. Eh ben, il faut bannir complètement. Même après la corruption, qu'est-ce qu'on appelle corruption? Qu'est-ce qu'on appelle conflit d'intérêts? Hein, vous voyez, par exemple, on est chez un client, on dit, tiens, ben, on va vous inviter à manger ce soir. Ah ben, on ne peut plus aujourd'hui. On est obligé de demander l'autorisation avant de pouvoir inviter un client à dîner le soir. Ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand je parlais tout à l'heure des pensées avant que ça se transforme en acte, des petites choses comme ça, hein, qui peuvent être considérées comme un conflit d'intérêts. Et donc, il y a toute une législation qui est en train de suivre tous ces principes d'éthique, de conformité avec ces principes, etc. Moi, je te dis, si, moi, je vois franchement les choses évoluer. Alors, c'est vrai que l'hôpital, on a encore pas mal de problèmes, mais les gens, en général, c'est ce qu'ils vont demander. Et puis, la politique va devoir suivre, puisque les gens y votent à la fin. Donc, il faut continuer à travailler, à lutter là-dessus. Souvent, on peut dire, bon, moi, personnellement, j'ai eu un gros problème de santé là, il y a quelques années, mais la prise en charge, elle a été... je ne peux vraiment pas me plaindre. Hein, c'est que j'ai tout eu, ils m'ont mis en ALD, machin, truc, bidule. Voilà. Tout s'est vraiment passé. Je suis content enfin, et même après, quand on va à l'hôpital, on dit que l'hôpital va mal. Quand on parle un peu avec les gens, les infirmiers, les médecins, on se rend compte qu'ils courent, qu'ils n'ont pas le temps et tout, mais voilà, on peut quand même leur adresser une parole de remerciement. On voit quand même qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main, qui font ça avec une certaine vocation. Et quelque part, moi, ça me pousse effectivement à dire non, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là. Il faut que. Voilà. Donc, tout ce qui est critères financiers purs, ça tend quand même un peu à s'estomper, hein, parce que les gens de plus en plus se rendent compte que l'argent ne fait pas le bonheur et que ça ne suffit pas. Hein. Et donc, tous ces lobbies, hein, lobby en général, c'est un mot qui est encore un peu autorisé, mais bientôt, ce mot lobby sera aussi interdit. Ça sera considéré comme un conflit d'intérêts ou comme un manque d'intégrité ou d'éthique. Et il faut que tout doucement, on arrive vers ces choses. Hein, et c'est pour ça que il ne faut pas partir en disant oui, tout s'écroule, etc. Non, on va continuer à construire. Moi, ce qui me fait Les mal, choses vont changer ouais, par la force des choses, mais je fais partie de la fonction publique, hein, et la fonction oui. publique est censée être au service du citoyen. Et tout ce que je vois de la fonction publique, c'est qu'en fait, c'est un système tellement corrompu qu'à tous les étages de la fonction publique, les gens se servent du système plutôt qu'ils servent le citoyen. Et la notion de bien commun, elle est absolument jamais abordée dans la fonction publique. Et c'est un vrai problème. Et il y a une telle corruption. Alors, moi, je suis un fonctionnaire de base, mais il y a les hauts fonctionnaires, c'est carrément, Ouais, bah c'est une honte ce qui se passe dans la haute fonction publique. Hein. ça, c'est pas des oligarques hein, comme il y a en Russie, mais ça, il faut le bannir, clairement. Ça, il faut qu'on soit exigeant là-dessus. Quelqu'un qui ait pris la main dans le sac, il faut qu'il parte tout de suite. Voilà, ou il faut que les lois puissent le faire partir tout de suite pour faute grave, etc. La corruption, ça se fait.
c'est le plus grand fléau, je dirais, de l'humanité, hein, puisqu'il vient essentiellement par l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité, enfin tous ces défauts qu'on voit, qu'on cite souvent dans ce cours. Hein. Et il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour l'arrêter, pour renforcer toutes les mesures anticorruption qui bientôt vont devenir des mesures anti-lobby, des choses qui sont a priori encore, entre guillemets, sortables aujourd'hui, mais qui très bientôt ne le seront plus. Et ça, c'est à nous de donner l'exemple déjà et puis de l'exiger de nos dirigeants. Ah, il y a Valérie qui a levé la main. Oui, dans un tout autre domaine, je pense qu'il faut aussi quand même qu'on fasse confiance à l'homme qui va changer. Par exemple, aux nouvelles générations, on peut voir dans un autre domaine, il y a eu plus de 18 000 étudiants de hautes écoles qui ont voté, qui ont signé un appel pour un changement en profondeur, pour ne plus accepter, malgré leur formation, des postes dans des entreprises qui polluent, etc. Donc je pense que quelque part, les nouvelles générations vont aider au changement de tout ça quand même, aux mentalités. Ben moi, je serais même plus assertif en disant qu'elles aident. Hein, la gamine, là, je ne sais plus comment c'est la suédoise, Greta Thunberg. Bon, voilà, ça fait partie qui nous interpelle. Alors, c'est sûr que elle est parfois un peu brutale, voire limite violente, mais c'est sûr qu'il faut frapper fort pour éveiller les consciences. Mais là, je pense que c'est fait. Et je pense que ça viendra plus par la multiplication de ces tempêtes, de ces événements naturels destructeurs, de ces feux de forêt, de ces sécheresses. Le monde de régénération, il va venir par là, hein, forcément. Et il va falloir qu'on se serre la ceinture, qu'on consomme moins. Il y aura plus de difficultés à produire, hein, avec les sécheresses et tout ça. Donc, on pourra plus se permettre de gaspiller 50% du poisson qui est pêché, par exemple. Il va falloir réfléchir à des modes de nutrition qui sont moins consommateurs en ressources naturelles, hein, entre, par exemple, le végétal, l'animal. Bon, il y a plein de questions comme ça. Il va falloir qu'on se les pose sérieusement et qu'on y aille franchement. Hein, et je pense beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et ça, aujourd'hui, les paysans ne gagnent rien. D'accord? Ils ont du mal à survivre, etc. Pourtant, sans paysans, il n'y a pas de produits agricoles. Hein? C'est eux au contraire, c'est eux qui ont la force, le pouvoir. Supposez que demain, il y a quelque chose qui produit, qui paralyse tout le système. Ben, on va être obligé, si on veut manger, d'aller voir le paysan du coin, et c'est lui qui aura les moyens de nous nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce ne sera pas là, vous pourrez le payer, l'argent, c'est comme pendant la guerre, l'argent. Les gens, ma mère me disait tout le temps, de l'argent on en avait, mais il n'y avait rien à acheter. Hein? Donc, c'est là où on voit que l'essentiel, la force, c'est quand même la valeur qui est vraiment produite, eh ben, elle est produite souvent à la base. Même si le paysan, après, il a besoin de faire un prêt pour acheter un tracteur, pour acheter du fuel, etc. C'est quand même lui, à la base, qui produit. Donc, les choses vont avoir tendance, pas à s'inverser, mais à reprendre leur juste place. Sans infirmiers, sans médecins, les malades ne sont pas soignés, hein, c'est clair. Et il y a un autre phénomène, alors on dépasse un petit peu le temps, il y a un autre phénomène, c'est, je vois les jeunes qui sortent de l'école, ils ont déjà un diplôme de manager. Alors, ils veulent manager. Oui, mais manager quoi? On peut manager s'il y a quelqu'un qui produit. S'il n'y a personne qui produit, il n'y a plus rien à manager. Donc, c'est là où on voit qu'on est allé peut-être certainement même trop loin dans plusieurs domaines. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas bien de manager ou que ceux qui ont fait ces formations, ce n'est pas bien, mais c'est ce que je disais souvent aux gens au boulot en disant, ben, attends, après, quand on a vendu une centrale électrique, ben, il faut aller la construire. Il faut mettre du béton, il faut creuser des trous, il faut faire des tuyaux, il faut les souder, il faut fabriquer les machines. Voilà, et tout ça, ça se fait encore dans des ateliers où il y a des gens qui travaillent.
hein. Et la base est là. S'il n'y a pas ça, ben, il n'y a pas de centrale. Mais bon, c'est vrai qu'on peut avoir une impression un peu avec tout ce qui se passe en ce moment, mais il faut rester optimiste, hein, puisqu'on sait où on va. On sait qu'on va vers ce monde de régénération, hein. On sait que ces valeurs vont s'inverser avec le temps. On sait que cette transition, elle arrive, qu'elle vient, qu'il y a des nouvelles générations qui viennent. Donc, il faut rester fondamentalement optimiste et voire même réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour pousser dans ce sens. Voilà. Alors, on n'a pas du tout vu le texte, hein, mais il doit toujours être sur le groupe Skype, hein, donc vous pouvez aller voir. En fait, le résumé résume bien. Bon, après, vous avez toujours des choses supplémentaires, hein. Voilà, l'homme doit connaître ses limites, hein. Donc aujourd'hui, on voit clairement qu'on les a franchies à plein d'endroits, hein. Quand vous mangez trop, ça vous fait du mal. Eh ben voilà, c'est la loi de la nature qui fait ça, hein. Ils disent c'est Dieu qui, voilà, c'est les lois de la nature, hein. Voilà, et ça c'est vrai pour tout le monde. Et puis, je pense que le plus important, c'est ce degré de responsabilité, hein, aujourd'hui, quand on sait ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on fait. Et ça, en sachant que ça va nous rattraper tôt ou tard, hein, notamment le jour où on retourne de l'autre côté, eh ben, autant, voilà, c'est quand même un stimulant assez fort pour travailler à ce qu'on devienne meilleur chaque jour. Christophe? Je sais qu'on pourrait parler des heures, hein, sur le sujet, et il n'y a pas beaucoup de temps, mais pour en revenir à ces lois divines, c'est quand même assez compliqué de les appliquer, parce que moi j'ai pris conscience de beaucoup de choses, notamment la 5G, c'est pas bon, donc la 5G, je la prends pas. Le téléphone, c'est de moins en moins bon pour mes oreilles, donc je vais pas prendre de téléphone, je m'adapte. La voiture, à moi de trouver un métier où je travaille à côté de chez moi, comme ça j'irai travailler à pied ou en vélo, hein, j'éviterai de polluer. Mais ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on sait aussi aujourd'hui que les aliments qu'on achète ne sont pas bons. C'est truffé de sucre. Et on sait aujourd'hui que le sucre n'est pas bon pour la santé. Donc, je vais éviter de manger tout ce qui est sucré, sauf que tout est sucré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais planter moi-même mes carottes dans mon jardin, mais je n'ai pas le jardin. Donc, je fais comment? Donc, à un moment donné, tu l'as dit, tu as fait la réflexion, il va falloir vivre en autarcie complètement et sortir du système, parce que je sais, dans mon âme et conscience, que ce système me pourrit la vie et va en dehors des lois de la nature. Donc, si je continue à cautionner et à vivre dans ce système, je vais contre les lois de la nature, donc j'ai rien compris finalement à la leçon. Donc, c'est très difficile sur Terre de garder, enfin de mettre en pratique ces lois de la nature, parce qu'on va être complètement dissocié de la société. Ou alors on va vivre dans un groupe au fin fond de la Creuse, et puis on va tous vivre d'amour et d'eau fraîche. Ouais, ben là encore, c'est une question de juste milieu, hein. Moi, je vis au fin fond du territoire de Belfort. C'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup d'antennes 5G sur les toits autour de chez moi, hein. Ça, je suis relativement protégé par rapport à ça. Je vais à Paris de temps en temps, mais j'évite d'y rester trop longtemps. Voilà, c'est pas mon truc. Bon, après, j'ai eu plusieurs propositions, hein, de venir travailler à Paris. Puis même en gagnant, je sais pas, 10, 20, 30% de plus, j'ai refusé d'y aller parce qu'après, quand on fait vraiment le calcul en net, qu'est-ce qui reste? C'est encore plus intéressant de rester ici. Et ensuite, il y a quand même, on peut dire, de plus en plus d'initiatives qui sont prises pour justement sortir de ces systèmes, hein, plutôt que de prendre justement, comme tu dis, des aliments qui sont bourrés de sucre et tout. Eh ben, il faut aller chercher la carotte, la pomme de terre. C'est sûr, c'est un peu plus de travail, mais là, tu sais ce que tu as. Même si après, les carottes, il peut y avoir des engrais, il peut y avoir des... Bon, c'est d'aller, je dirais, le plus en plus dans le sens de ce qu'on pense être bien, hein. Et parce que de changer comme ça brutalement, il ne faut pas être jusqu'au boutiste, c'est ça que je veux dire. Voilà. De manger moins, bon, c'est une question de volonté, hein, c'est sûr. En mangeant moins, on aide déjà énormément à tout ce système.
Et donc, il faut y aller pas à pas et encourager toutes ces initiatives de circuits courts, de manger, par exemple, de végétarisme ou de même vegan, enfin, de réduire, pas y aller comme ça. Hein. Moi, je mange encore de la viande, mais je n'en mange pas tous les jours, de loin pas, je n'ai absolument pas besoin. C'est d'y aller peu à peu dans ce sens-là, parce que je suis d'accord avec toi, si tu veux être idéaliste dès le départ, aujourd'hui, c'est impossible dans le monde où on est. Mais à force d'aller dans ce sens-là, les choses vont s'adapter pour globalement aussi aller dans ce sens-là. Et c'est comme ça que, en se transformant nous-mêmes, en transformant nos habitudes de consommation, beaucoup d'autres faisant la même chose, la société va forcément changer. Hein, le bio aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais de moins en moins. Mais on ne sait pas si c'est vraiment bio d'ailleurs. Mais bon. Oui, ben après, bon, c'est toujours pareil. Tu n'auras jamais la perfection, quoi. Le bio, il y a une définition, il y a des règles, il y a des systèmes de surveillance qui sont plus ou moins efficaces selon les pays, etc. Mais au moins, ça va dans un sens. Ouais, au fur et à mesure, ça s'améliorera, ça se purifiera en quelque sorte. Le principal, c'est d'en prendre conscience et de le faire déjà pour soi-même. Après, dire à son voisin, il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus manger ceci, il ne faut pas fumer, il faut pas faire ça. Bon, compliqué. Ouais. Alors, je vais juste vous lire la phrase de Léon Denis qui termine le cours aujourd'hui. Il n'y a donc pas de mal réel, de mal absolu dans l'univers, mais partout la réalisation lente et progressive d'un idéal supérieur. Oui, lente et progressive. Partout l'action d'une force, d'une puissance, d'une cause qui, tout en nous laissant libres, nous attire et nous entraîne vers un état meilleur. Partout, le grand labeur des êtres travaillant à développer en eux, au prix d'immenses efforts, la sensibilité, le sentiment, la volonté et l'amour. Voilà donc la constatation de Léon Denis, problème de l'être et de la destinée, donc une vision fondamentalement optimiste qu'il faut qu'on partage, hein, même si on est conscient que c'est lent et progressif, mais on va y arriver. Voilà. Donc, je vais utiliser ça comme mot de la fin, puisqu'on est déjà à 1h30. Ben, on va remercier aussi les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir débattre sur toutes ces questions quotidiennes qui nous préoccupent tous et nous aider à trouver les meilleures positions, attitudes vis-à-vis de cela pour justement concourir à ce mouvement global de construction d'un monde de régénération. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche et puis à bientôt, à la semaine prochaine. À ce soir. Merci beaucoup, Charles. Pour ceux qui ont des questions supplémentaires à poser.